Alors bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais vous parler du bombardement stratégique. Alors déjà l'écrivain britannique H.G. Wells, celui qui voulait remonter le temps, dans la guerre des airs en 1908, avait narré des armées aériennes qui bombardaient New York. Donc vous savez que souvent les écrivains anticipent la future réalité, je renvoie à Jules Verne. Et là il faudra attendre 32 ans, c'est-à-dire l'année 1940, et le Blitz allemand sur Londres, pour que cette guerre aérienne se concrétise véritablement. Alors, si le bombardement stratégique a commencé lors de la Première Guerre mondiale, il a été anecdotique. Il y a eu les fameux zeppelins allemands qui ont bombardé le territoire britannique de janvier 1915 à novembre 1916, mais le tonnage de bombes était ridicule. Et le premier bombardement digne de ce nom fut fait le 25 mai 1917 où 21 bombardiers bimoteurs Gotha, des bombardiers allemands, vont bombarder la ville côtière de Folkestone, tuant 165 civils et faisant à peu près un peu plus de 400 blessés. Alors après la guerre, trois hommes vont théoriser et s'évertuer à forger des armées aériennes. D'abord, ça a été le père du bombardement stratégique, l'italien Giulio Doué, qui en 1921 va écrire La maîtrise de l'air, et où il va constituer des armées aériennes devant bombarder les pays ennemis pour les mettre à genoux. Alors Douai a été soutenu par la hiérarchie fasciste à l'époque, par notamment le maréchal de l'air Italo Balbo, mais l'Italie n'avait pas les moyens de ses objectifs et aucun bombardier stratégique n'a été construit par les Italiens. Il y a eu aux États-Unis le général William Mitchell, qui a été lui aussi le promoteur du bombardement stratégique aux USA, mais au début des années 20, il s'est heurté à la résistance de la marine. Et il y a eu tellement de résistance que même il passa en cour martiale et fut viré de l'armée, fut mis à la retraite. Mais il reviendra par la suite dans les années 30, enfin pas lui, mais l'idée évidemment du bombardement stratégique fut repris en fait par ses épigones et il fut même réhabilité. Et puis il y a eu le premier chef de la Royal Air Force, Hugh Trenchard, qui va lui aussi théoriser le développement d'une force aérienne de bombardement dès 1927. Et déjà, il va distinguer à l'époque le bombardement des usines et le bombardement des populations civiles qui, pour les Anglais, était immoral. Juste avant la guerre, en 1939 d'ailleurs, le président américain Roosevelt demandera aux belligérants de ne pas bombarder les populations civiles. Alors, en 1939, c'est-à-dire juste avant la guerre, seuls deux pays avaient une petite force de bombardiers stratégiques. D'abord l'Angleterre, puisque le Bomber Command avait été créé dès 1936, et les Anglais avaient des bombardiers moyens, comme les Wellington, les Whitley, les Hampden. Et puis aussi, il y avait les USA, qui avaient commencé à construire des forteresses volantes B-17. En 1939, il y en avait à peu près 140, mais ils n'étaient pas en guerre. Ce sont les nazis qui, les premiers, vont bombarder massivement les populations civiles. Je rappelle l'épisode du bombardement de Guernica lors de la guerre civile espagnole en 1937, qui a donné lieu au célèbre tableau de Picasso, qu'on peut voir, qu'on peut admirer au musée Reina Sofia à Madrid. Et les Allemands, globalement, ont respecté, je dirais, le credo de Roosevelt de ne pas bombarder les populations civiles, mais ils ont fait quelques anicroches quand même à Varsovie en septembre 1939, lorsqu'ils ont conquis la Pologne, et à Rotterdam en mai 1940, ils ont bombardé les populations civiles. Mais c'est surtout à partir de septembre 1940, dans le cadre de la bataille d'Angleterre, que les Allemands, avec le Blitz sur Londres, vont bombarder les villes anglaises, en oubliant évidemment la promesse qu'Hitler avait faite à Roosevelt. Il y a notamment la ville de Coventry qui avait été rasée en 1940, ce qui avait marqué les esprits et un petit peu traumatisé les Anglais. Mais les Allemands n'avaient pas de bombardiers stratégiques à l'époque. Les avions qui participaient au Blitz de Londres, que ce soit les Heinkel 111, les Dornier 17 ou les Junker 88, étaient des bimoteurs qui n'étaient pas trop puissants, c'était des bombardiers moyens, qui étaient très loin en fait des bombardiers quadrimoteurs qu'on verra par la suite comme les Lancaster ou les B-24 par exemple.
Il faut dire qu'à l'origine, la Luftwaffe avait été créée donc par Hermann Göring, et le rôle de la Luftwaffe, de l'aviation allemande, était de soutenir les chars dans le cadre de la Blitzkrieg. Et donc c'était une aviation tactique. Et dans la mesure où les Allemands ne voulaient faire qu'une guerre courte, les bombardiers stratégiques n'étaient pas vraiment nécessaires dans la mesure où le bombardement stratégique s'inscrit plutôt dans le cadre de guerres longues où il faut détruire le potentiel industriel de l'ennemi. Alors, ce sont les Anglais qui les premiers vont développer et initier le bombardement stratégique à la suite des Allemands, mais avec des moyens beaucoup plus importants. Dès le 22 février 1942, le maréchal Arthur Harris prend la tête du Bomberkommande, et c'était un fervent partisan du bombardement des villes allemandes. Alors, pour, je dirais, 2 raisons principales. Déjà, l'interdit moral était tombé, puisque les Allemands avaient versé le premier sang. C'est eux qui avaient bombardé les populations civiles anglaises. Donc il y avait une dimension un petit peu de vengeance. Il ne faut pas se le cacher. Et puis, l'avantage de bombarder des villes, et non pas des objectifs précis, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas véritablement de viseurs très précis. Et pour bombarder en fait, des objectifs singuliers, il fallait voler à basse altitude et donc prendre beaucoup de risques. Puisqu'il y avait la DCA adverse et puis la chasse aussi allemande. Et donc l'avantage de bombarder des zones urbaines, qui n'étaient pas des objectifs précis, c'était qu'on pouvait voler très haut, à haute altitude, et qu'on pouvait tout simplement se livrer à un bombardement de saturation sans souci de précision. Donc on sécurisait un peu les équipages anglais qui allaient bombarder le Reich. C'était beaucoup plus dangereux de faire du bombardement de précision. Ce que feront les Américains plus tard, mais ils eurent d'énormes pertes. Il faut savoir que les pertes des équipages a été assez terribles, en tout cas jusqu'à l'année 1944, puisque ces bombardiers stratégiques, lorsqu'ils survolaient le Reich, n'étaient pas escortés par des chasseurs alliés. On verra que ça va changer au début 1944 avec l'apparition du P-51 Mustang. Alors, le 30 mai 1942, on assiste au premier bombardement massif. 1000 bombardiers vont attaquer Cologne, en Allemagne, et les nouveaux quadrimoteurs anglais Lancaster vont être le fer de lance de cette nouvelle politique de bombardement stratégique initiée par Arthur Harris, surnommé Bomber Harris. Alors évidemment, il va y avoir plusieurs cibles successives. D'abord la Ruhr, qui était le cœur industriel de l'Allemagne, puis le port d'Hambourg, et puis Berlin. Alors évidemment, les Américains rentrent en guerre en décembre 1941, et ils vont se joindre aux bombardiers anglais, l'USAF, à partir de 1943, c'est-à-dire l'US Air Force, avec ses forteresses volantes, B-17 et B-24, véritables colosses des cieux, vont s'attaquer aussi à des objectifs allemands. Mais au lieu de bombarder les villes, comme les Anglais, souvent de nuit, pour des raisons de sécurité, les bombardiers américains vont se sentir assez puissants et assez forts pour bombarder de jour des objectifs industriels et militaires. Mais évidemment, les Allemands vont mobiliser de la DCA, évidemment, mais aussi une chasse très importante, ce qui va occasionner énormément de pertes, tellement de pertes en fait que fin 1943, il va y avoir une pause, les Américains vont faire une pause, parce qu'il y avait un taux de perte insupportable en fait. Je crois qu'après les sous-mariniers allemands, l'arme qui a eu le plus de pertes durant la Seconde Guerre mondiale, ce sont les équipages des bombardiers stratégiques alliés. Donc bombarder le Reich n'était pas une sinécure à l'époque. C'était extrêmement dangereux. Puisqu'évidemment, l'Allemagne nazie a mobilisé énormément de moyens pour défendre ses cieux. On le verra dans la conclusion. Ces moyens vont manquer sur d'autres fronts d'ailleurs. Alors début 1944, ça va un peu changer. Pourquoi ? Parce que les Américains vont disposer d'un escorteur à longue portée, à longue distance, les puissants P-51 Mustang. Et ça va changer la donne. Puisque les bombardiers vont pouvoir être escortés jusqu'au cœur du Reich. Et début 1944, les Américains lancent l'opération Point Blanc. Ils veulent détruire le potentiel industriel et militaire allemand, avec évidemment, pour favoriser le futur débarquement en Normandie en juin 1944. Et donc ils vont être escortés par ce fameux avion, le P-51 Mustang, qui va changer la donne et qui va
qui va permettre de sécuriser un petit peu les équipages de ces avions et de porter véritablement le fer et le feu au centre du Troisième Reich. Et d'ailleurs, quand le chef de la chasse allemande, Adolf Galland, qui fut un as de la Première Guerre mondiale, va s'apercevoir que les Américains pouvaient escorter leurs avions jusqu'à Berlin, voire plus loin, il va quasiment signifier à son chef, Hermann Göring, que la guerre était quasiment finie, quoi. D'ailleurs, Göring va piquer une colère mémorable et va refuser de croire à ce que disait Galland pour ne pas évidemment avertir le Führer de cette mauvaise nouvelle. Alors évidemment, le point d'orgue, le point incandescent de cette offensive alliée fut le bombardement de Dresde en février 1945, qui a fait des dizaines de milliers de morts au niveau des civils et qui a été vivement critiqué après la guerre. Bon, c'est vrai que lorsqu'on sait la fin, il est facile de critiquer évidemment ce bombardement de la ville de Dresde, qui peut apparaître comme inutile, puisque 2 mois après, les armées allemandes capitulaient en Europe. Mais bon, il faut recontextualiser le contexte de ce bombardement. Il faut savoir quand même que le Bomberkommande et puis l'USAF, c'était des grosses machines administratives et que ces bombardiers, la finalité, c'était le bombardement et qu'il était très difficile en fait d'arrêter ces campagnes de bombardement. Ça, c'est la première chose. Il y a une sorte d'inertie bureaucratique. Deuxièmement, on sait que les Allemands ont capitulé 2 mois après, mais à l'époque, on n'en était pas sûr. Il faut savoir que les Allemands avaient communiqué, avaient fait une énorme propagande sur les armes nouvelles, les armes de destruction massive qui pouvaient changer le cours de la guerre. Alors il y a eu les V1, les V2, et au niveau du projet atomique allemand, on n'était sûr de rien à l'époque. Donc, bon, certaines, je veux dire, en connaissant la fin, évidemment que ce bombardement était inutile, mais à l'époque, il fallait se remettre dans le contexte. Et puis on a dit aussi que les Alliés ont voulu impressionner l'URSS, puisque la fin de l'Allemagne se profilait et la guerre froide, je veux dire, entre l'URSS et les USA, allait arriver. Bon, en tout cas, ce n'est pas le sujet, le bombardement de Dresde, ça pourra être l'occasion d'une autre vidéo. En tout cas, ce bombardement a marqué aussi la littérature américaine, puisque lorsque Dresde a été bombardé, il y avait un prisonnier américain qui avait été fait, Kurt Vonnegut, qui avait été fait lors de l'offensive des Ardennes par les Allemands. Il avait été fait prisonnier donc en décembre 1944. Et à l'époque du bombardement de Dresde, il travaillait dans un abattoir à Dresde. Et donc, il a survécu parce qu'il s'est réfugié dans une cave. Mais après la guerre, il va écrire le livre Abattoir 5, qui évoque ce bombardement gigantesque et qui sera un des bouquins les plus connus aux États-Unis. Alors, juste pour conclure sur le bombardement en fait en Europe, évidemment, les objectifs de ce bombardement ont été très contrastés. L'objectif de Bomber Harris n'a pas vraiment été atteint, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu faire baisser le moral des Allemands jusqu'au point qu'ils capitulent. Donc là, c'est un échec, ce bombardement des populations civiles. Il n'a pas cassé le moral des Allemands. Quant aux Américains qui se sont attaqués à l'outil industriel et militaire, pareil, le bilan est assez contrasté aussi, puisque on s'est aperçu quand même que la production allemande n'a fait qu'augmenter jusqu'à 1945. Alors évidemment, sous l'action d'Albert Speer, le ministre de l'armement allemand de l'époque, à partir de début 1942, qui a mutualisé, notamment standardisé les produits allemands, qui a fait collaborer les différentes instances de production, et qui a aussi disséminé la production sur le territoire, voire qui a enterré les usines. Donc l'action d'Albert Speer a été incroyable et a permis à l'industrie allemande de guerre de gagner en productivité et en production. Bon, mais en 1945, évidemment, en tout cas dès 1944, avec ces Mustangs qui pouvaient escorter en fait les bombardiers, bon, la production industrielle a commencé à baisser. Mais il faut surtout, je pense, regarder les conséquences indirectes de ce bombardement. On peut parler d'un troisième front aérien. Pourquoi ? Parce que pour protéger le ciel du Reich, les nazis ont alloué à la DCA, c'est-à-dire à l'artillerie anti-aérienne, de plus en plus de moyens et d'hommes.
En 1944, il y avait plus d'1 million en fait, de servants de DCA, et a dépouillé quasiment tous les fronts sur lesquels elle combattait, notamment le front russe et le front de Normandie, des avions de chasse qui ont été rapatriés en Allemagne pour contrecarrer les bombardements alliés. Et c'est pour ça que sur le front de l'Est, l'aviation soviétique a pu, à partir de 1943-44, avoir la supériorité aérienne, mais c'est encore plus frappant à l'Ouest, où lors par exemple du débarquement en Normandie, il n'y avait que 2 avions de chasse qui pouvaient contrecarrer les armadas aériennes alliées. Hein. D'ailleurs, ça me rappelle le film Le jour le plus long, le vieux film de Ken Anakin avec John Wayne, où à un moment donné, on voit que lors du débarquement en Normandie, il y a un moment, une scène où on voit le pilote allemand avec son collègue, ils ne sont que 2, survoler les plages normandes et être pris d'un rire hystérique. Donc, d'une certaine manière, ce bombardement stratégique, si il a eu des effets directs, contrastés et contrariés un petit peu, il a eu des effets indirects considérables puisque il a obligé l'Allemagne de mobiliser énormément de ressources pour lutter contre ces bombardiers. Alors il ne faut pas oublier le bombardement sur le Japon. On en a beaucoup moins parlé, évidemment, puisque le front Pacifique était un front qui était loin de l'Europe. Alors dans le Pacifique, je ne vais pas remonter au raid de Doolittle en 1942 qui avait bombardé Tokyo. C'était juste en fait pour la propagande. Hein. Mais globalement, les Américains vont bombarder massivement l'archipel nippon à partir de 1944, avec notamment la prise des Mariannes dans le Pacifique, qui permettait aux forteresses volantes d'être à portée de Tokyo, du Japon. Et là, les Américains vont bombarder le Japon sous la direction du général Curtis LeMay, qui était un grand partisan du bombardement des populations civiles. Alors là, pareil, on peut à la limite critiquer les bombardements qui ont touché les villes japonaises et qui ont fait énormément de morts, surtout que c'était avec des bombes incendiaires et que les villes japonaises étaient faites avec du bois. Mais on était plutôt aussi dans une optique de vengeance. Il faut savoir quand même que c'est les Japonais qui avaient commencé la guerre, qui avaient versé le premier sang. Et d'une certaine manière, ça a été l'effet boomerang, quoi, si je puis dire. Quoi, hein. On peut parler d'une volonté quasiment de vengeance, et on sait que la propagande américaine avait animalisé les Japonais. Bon, le bombardement de Tokyo, dans la nuit du 9 au 10 mars 1945, a fait à peu près près de 100 000 morts, beaucoup plus qu'à Dresde. Hein. Mais on a retenu Dresde et pas le bombardement de Tokyo. Il faut dire qu'à l'époque, la guerre continuait dans le Pacifique, puisque les Japonais vont capituler en septembre 1945, c'est-à-dire quasiment 6 mois après le bombardement de Tokyo. Et je rappelle évidemment qu'il y a eu 2 bombes atomiques qui ont été lancées sur le Japon, les 6 et 9 août 1945, entraînant la capitulation du Japon en septembre 1945, mais cela est une autre histoire. Voilà, à bientôt, merci.